Bonjour. Euh, Avant de démarrer, on va attendre que les personnes se connectent. Et il y a actuellement 90 personnes connectées et il y avait 180 inscrits, donc on va encore attendre quelques minutes avant de démarrer la conférence. Entre-temps, vous pouvez communiquer avec les collègues dans le chat si vous voulez. Il y a des personnes qui ont posé des questions sur l'accès au webinaire après les présentations. Donc, nous allons préparer un petit document avec les réponses aux questions et ensuite, vous aurez un lien pour télécharger ou afficher les différentes présentations. Et ce document-là, ce sera envoyé à toutes les personnes inscrites aux 4 webinaires. Et on le fera, j'espère, fin avril ou du début mai, si on n'a pas le temps fin avril. Donc, encore des personnes qui sont en train de se connecter. On va encore attendre un petit peu. En bas d'écran, vous voyez donc moi-même, Anders Morel, Agnès Rocancourt, Adélie Chevalier, Yves Boscardin, qui font partie de l'équipe Fauna qui travaille sur la grande faune à Nogent-sur-Vanesson. Aujourd'hui, la présentation va être peut-être un petit peu différente, mais on reviendra dans l'introduction sur comment ça se passe. Mais je pense qu'on peut peut-être commencer la conférence aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anders Morel, je suis chercheur à INRAE de Nogent-sur-Vanesson. Mes collègues et moi sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire sur la thématique de l'équilibre forêt-cervidés. La conférence aujourd'hui s'intitule « Évaluer l'effet des cervidés en forêt, valoriser la diversité et la complémentarité des approches ». Donc, elle fait partie d'une série de 4 conférences en ligne. La première conférence a eu lieu il y a 2 semaines et la deuxième la semaine dernière. Et ensuite, il y aura un 4e la semaine prochaine, même heure, donc jeudi. Donc, leur objectif est double. D'abord, de vous présenter les outils développés dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet Reforest, qui s'est déroulé en région Centre-Val de Loire, que j'ai présenté brièvement lors de la première conférence. Ensuite, nous allons échanger un peu sur ces outils et vos pratiques en matière de gestion de l'équilibre forêt-cervidés. Avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes pour un bon déroulement de la conférence. Donc, la présentation se fera sans interruption pendant environ 20 minutes. Elle sera suivie ensuite de 3 témoignages. Après ces 3 témoignages, on ouvre à des échanges libres et des questions-réponses en direct par rapport à la présentation et les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Concernant l'outil web que nous utilisons, vous n'avez pas accès à vos micros ni vos caméras aujourd'hui. Vous avez plusieurs possibilités pour communiquer. Vous avez plusieurs onglets sur la partie droite de la fenêtre en haut. Donc, il y a l'onglet chat dans lequel vous pouvez poser des questions plus, on va dire, techniques ou éventuellement communiquer avec les autres collègues. Juste à côté, il y a l'onglet questions. Donc là, je vous demande plutôt de poser des questions qui ont un lien avec la présentation. Et ensuite, nous allons piocher dans ces questions-là et poser les questions aux orateurs.
Sur la scène avec nous, donc en bas de l'écran, nous avons Agnès Roconcourt, Adélie Chevalier et je vois qu'Yves a disparu. Donc, je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Donc, Adélie et Yves assurera un peu la partie technique. Donc, si vous avez des questions techniques, mais aussi voilà, la partie questions-réponses. Je vous propose de commencer. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat en cas de problème technique. Et je vous invite aussi à rédiger vos questions à mesure de la présentation de l'onglet questions. Donc, la présentation est donc intitulée « Évaluer l'effet des cervidés en forêt, valoriser la diversité et la complémentarité des approches ». Initialement, donc, cette présentation devait être présentée par Jean-Pierre Amar. Malheureusement, il ne pourra pas assurer la présentation aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de mettre en valeur les travaux de Jean-Pierre, mais nous n'allons pas pouvoir donner autant de détails que Jean-Pierre a pu faire. Donc, la présentation aujourd'hui sera réalisée par Agnès Roconcourt, qui sera sur scène devant vous. Je donne la parole à Agnès. Et bonne conférence. Merci Anders. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter du mieux que je peux les travaux qui ont été pilotés par Jean-Pierre Amar dans le cadre du projet Reforest. Alors, pour commencer, une question, pourquoi évaluer l'effet cervidé? La hausse de la pression exercée par les cervidés peut être un frein au renouvellement forestier et modifier la composition, la structure et le fonctionnement des peuplements, et plus généralement aussi de l'écosystème forestier. Selon le niveau de la pression, les implications écologiques et économiques peuvent être fortes, et notamment aboutir à des pertes de biodiversité ou des remises en cause de la sylviculture. Le contrôle de cette pression nécessite de la quantifier, et donc les indicateurs de changement écologique, les ICE, sont pertinents pour suivre la population animale et ses interactions avec le milieu, mais il y a aussi une nécessité de les compléter par des données sur la forêt et la sylviculture. Dans la suite, nous allons vous présenter les sources de données alternatives qui pourraient être utilisées comme un complément aux ICE. Donc avant cela, je souhaiterais évoquer les différents moyens d'évaluation, avant de vraiment commencer par la présentation des indicateurs. Donc tout d'abord, je vous rappelle les définitions vues dans le webinaire 1, donc en haut de la diapositive. La notion d'effet correspond au résultat d'une pression exercée sur le milieu. Il s'agit par exemple d'un taux d'abrutissement de la végétation. L'impact intervient quand un objectif de gestion a été défini et que l'effet constaté ne permet pas d'atteindre cet objectif. C'est par exemple une densité de semis inférieure à la norme sylvicole de référence. Ensuite, les données existantes sont de nature et de qualité diverses. Le niveau de confiance que l'on peut accorder à ces données varie, alors en augmentant quand on se déplace de gauche à droite sur le graphique ci-dessous. À gauche, on trouve les déclarations des propriétaires forestiers et à l'opposé, les données collectées selon un protocole validé scientifiquement. Les intermédiaires sont d'une part les estimations visuelles, qu'on peut aussi appeler dires d'experts dans certains cas, et d'autre part les mesures selon un protocole standardisé mais non validé scientifiquement. Donc en cause, derrière ce classement, il y a le degré de subjectivité lors des observations et la robustesse des protocoles. Bon, la terminologie que j'ai utilisée est perfectible, j'en suis consciente, mais c'était une façon de poser les notions. Alors, face à ces constats, nous partons du principe que toute information contribue à alimenter un tableau de bord, l'important étant de rester conscient des limites de chaque source de données lors de l'interprétation. Alors, par ailleurs, les prises de données sont effectuées à des échelles différentes, qu'elles soient temporelles, foncières ou spatiales. Selon les moyens nécessaires à la mise en œuvre, certaines méthodologies permettent un suivi, d'autres uniquement une mesure à intenter. On peut constater actuellement un manque de suivi relatif à la forêt et à la sylviculture dans les tableaux de bord pour la gestion du grand gibier. Certains suivis sont spécifiques à la forêt publique, d'autres à la forêt privée. Il y a peu d'approches communes aux deux structures foncières. Les échelles spatiales sont aussi diverses, avec des données collectées à l'échelle de la région, du département, des unités de gestion du gibier, de la propriété ou encore de la parcelle. Alors, sur ce point, Jean-Pierre Amar a regroupé les informations des unités de gestion du gibier pour l'ensemble de la région centre et créé un référentiel unique. Les unités ont été rebaptisées Unités de gestion sylvo-cynégétique, USC.
Vous en avez une représentation cartographique sur la diapositive. Et elles seront utilisées dans la suite de la présentation. Alors, si j'en reviens aux indicateurs. Alors, parmi les informations mobilisables, nous avons les caractéristiques forestières et sylvicoles des unités de gestion. Alors, pourquoi ces données? Parce que l'impact des cervidés, à densité égale, dépend du contexte forestier et sylvicole, d'où l'importance de connaître les caractéristiques du milieu et de savoir comment la forêt est gérée. Diverses sources de données forestières existent, notamment l'inventaire forestier national, dont les données sont représentées à gauche, donc à travers la baie des forêts de l'IGN. Il y a aussi l'inventaire de l'occupation des sols Corinne Landcover, avec des données représentées sur la carte du milieu. Concernant les sources de données sylvicoles, sur la carte de droite, vous avez un taux de forêt privée soumise à documents de gestion durable. Il a été calculé par croisement d'informations issues de l'inventaire forestier national, de la base de données Merlin du CRPF et de la surface des forêts soumises au régime forestier. Les cartographies affichées représentent des variables calculées à l'échelle des USC, des unités de sylvocynégétique. Cela permet une comparaison de ces unités sur leurs caractéristiques forestières. Il s'agit d'une première approche qui peut contribuer à l'anticipation de potentielles problématiques forêt-gibier. Alors, passons maintenant aux indicateurs relatifs aux ongulés sauvages. Nous avons défini trois catégories d'indicateurs. Les indicateurs de sensibilité, les indicateurs de pression et les indicateurs d'impact. Pour les indicateurs de sensibilité, les exemples sont en lien avec les peuplements en renouvellement. Les exemples qui s'affichent ici sur cette diapositive. Ils renseignent donc sur la sensibilité aux abrutissements et aux frottis. Alors, pour illustrer cela, voici quelques cartographies. Alors, pour commencer, la télédétection des coupes permet une identification des peuplements en renouvellement. La procédure de détection est automatisée à partir d'images satellitaires. Elle s'applique donc quelle que soit l'échelle foncière, que ce soit forêt privée ou publique, et sur des surfaces pouvant être importantes. Là, vous avez une illustration à l'échelle de la région centre. La méthodologie a été mise au point par l'UMR Tétis et elle a, par exemple, été mise en œuvre par la DRAF Centre-Val de Loire, avec un objectif de contrôle des coupes en forêt. Donc, vous avez ici deux représentations des résultats obtenus pour cette région. Une cartographie des coupes rases à gauche et le calcul d'un taux de coupe grâce à un croisement avec la baie des forêts de l'IGN à droite. Ce taux de coupe renseigne sur l'effort de renouvellement et aussi sur la disponibilité alimentaire pour le gibier, les milieux ouverts étant les zones d'alimentation avec une abondance de nourriture de qualité. Des travaux sont en cours actuellement à INRAE et à Tétis pour affiner les détections de façon à les adapter davantage à la problématique forêt-gibier. Un deuxième exemple d'indicateur de sensibilité concerne les données ONF sur la hauteur des régénérations. Cela intervient donc uniquement aux forêts soumises au régime forestier. Les données sont collectées par estimation visuelle et permettent d'identifier et de quantifier les peuplements en régénération selon leur classe de hauteur. Ici sont représentées 3 classes de hauteur inférieures à 3 mètres. Elles correspondent aux peuplements potentiellement dégradables par abrutissement et frottis. La cartographie renseigne sur les surfaces concernées, leur répartition dans l'espace et dans le temps. Le suivi permet aussi d'estimer une durée de sensibilité. Ces informations permettent aussi la mise en place d'une surveillance avec une stratégie d'échantillonnage. La deuxième catégorie d'indicateurs sont les indicateurs de pression. Parmi les indicateurs listés, je vais d'abord parler de la méthode Brossier-Palu, donc le deuxième petit point de cette catégorie. Elle fait référence aux méthodologies d'inventaire du guide pratique de l'équilibre forêt-gibier. Ce guide propose une démarche complète de diagnostic partagé, avec notamment des protocoles pour l'estimation des taux d'abrutissement, frottis et écorçage. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la plateforme pour l'équilibre forêt-gibier. Concernant les enclos-exclos NF, donc le troisième point, ils sont aussi une source de données, mais un nombre minimal de répétition des couples enclos plus exclos est important pour envisager une valorisation sous forme d'indicateur. Le dernier point, les déclarations de dégâts peuvent faire l'objet d'une procédure de signalement,
comme par exemple en Nouvelle-Aquitaine, dans le parc national des Cévennes. Il y a aussi des initiatives de DDT, de coopératives ou de projets de recherche ou de développement. Mais les données sont sporadiques et hétérogènes, car il n'y a pas de coordination entre les initiatives et les déclarations restent au bon vouloir des propriétaires. Et donc, je vais maintenant illustrer les 2 indicateurs de pression restants, ceux que je n'ai pas cités là dans la liste. Alors, d'abord l'IGN. Donc, des indicateurs sont en cours de développement par l'IGN. Vous avez ici l'exemple de représentation en région Centre-Val de Loire. Les données représentées ici sont issues de tests préliminaires. Elles concernent la fréquence des abrutissements à gauche et la présence-absence d'écorçage à droite. Les variables sont mesurées sur la végétation ligneuse dans son ensemble, et donc pas uniquement sur les essences forestières des parcelles en renouvellement. L'avantage de ces indicateurs est le plan d'échantillonnage robuste et la couverture nationale, car la collecte se fait dans le cadre de l'inventaire forestier national. Leur limite est qu'ils sont adaptés pour une interprétation à une échelle départementale ou plus large, du fait de l'échantillonnage. Alors, d'autres indices de pression, mais sur les peuplements dégradables, sont ceux calculés à partir des relevés réalisés par les agents du CRPF. Il s'agit d'estimations, à dire d'experts, de taux d'abrutissement, de frottis et d'écorçage sur les essences objectives, d'une part, et la végétation d'accompagnement, d'autre part. Ces relevés sont mis en œuvre notamment par le CRPF Île-de-France Centre-Val de Loire. Donc, ce sont les cartographies présentées sur les diapositives. Les observations sont réalisées lors des visites associées à l'agrément des plans SAM de gestion et à l'échelle de la propriété. Les cartographies montrent que ces données peuvent être agrégées à des échelles régionales ou interrégionales. Enfin, agrégées à l'échelle des USC pour fournir une information à une échelle régionale ou interrégionale. Ici, une remarque est à faire sur la confidentialité des données en lien avec les documents de gestion durable de la forêt privée. Toute représentation cartographique de ces données doit être réalisée à une maille permettant de garantir l'anonymat. Donc, c'est par exemple le massif forestier ou l'unité de gestion. Sylvain Pilon sera invité après la présentation à témoigner sur l'utilisation de ces fiches. Donc, j'en arrive à la 3e catégorie d'indicateurs en bas du tableau en rouge, celle qui concerne l'impact sylvicole des ongulés sauvages. Un premier exemple est la notation de l'avenir des parcelles en renouvellement par les agents de l'ONF. Elle se fait à dire d'experts et ne concerne que les massifs forestiers gérés par l'ONF, logiquement. Elle renseigne sur l'état des peuplements en renouvellement par rapport à des objectifs sylvicoles. 3 modalités sont définies, un état satisfaisant, dégradé ou un avenir compromis. Ces informations peuvent être ventilées par unité de gestion synégétique, comme sur la carte de droite, et être croisées avec des données synégétiques. Une limite est que les notations ne sont pas effectuées dans tous les massifs ONF, du moins c'était le cas il y a quelques années. La base de données CICADEL du département de la santé des forêts peut également permettre d'estimer les impacts du gibier sur les plantations. Un réseau de correspondants forestiers assure la collecte d'informations sur la survie des plants lors de leur première année en forêt, et aussi la collecte d'informations sur les facteurs qui affectent cette survie. Ce suivi intègre une variable origine des dommages, avec une modalité abrutissement, et une variable origine de la mortalité des plants, avec une modalité sanglier. Les mesures sont faites sur un échantillon de plantation de plus de 1 hectare, et elles sont réalisées depuis 2007. Actuellement, ce sont environ 11 500 plantations qui sont référencées au niveau national, comme le montre la carte de gauche. Le dernier indicateur présenté correspond au diagnostic sylvicole créé par INRAE. Ils sont validés en sylviculture régulière, et s'effectuent à l'échelle de la parcelle à un temps T. Les travaux sont en cours à INRAE pour adapter les protocoles à la sylviculture irrégulière. Les diagnostics permettent de savoir si l'objectif sylvicole de la parcelle est atteint, et en cas d'échec, la gravité du problème et son origine, s'il s'agit des ongulés, d'autres causes ou de causes multiples. Leur mise en œuvre est plus longue que pour les inventaires. Leur mise en œuvre est plus longue que pour les inventaires brossier-palu, mais ils fournissent une information sur l'avenir de la parcelle, s'il est un certain compromis ou s'il n'y a pas de problème. Depuis la création de ce diagnostic, un réseau d'opérateurs formés s'est mis en place. La carte de gauche montre le nombre cumulé de diagnostics effectués par département. Un bilan en 2017.
La carte de droite vous montre les résultats issus de l'Observatoire du Donon, dans l'est de la France. Ces résultats mettent en évidence des difficultés pour environ 90% des peuplements en renouvellement. Et la responsabilité est attribuée à l'abrutissement par les cervidés dans 70% des cas. Pour finir, voici une proposition de démarche pour assembler ces outils. Alors, c'est une proposition qui peut être amenée à évoluer également avec le temps, l'expérience, etc. Donc, cette démarche débute par l'identification des peuplements potentiellement dégradables, c'est-à-dire les peuplements en renouvellement, sensibles aux abrutissements et aux frottis, et les peuplements sensibles aux écorçages. Deux approches peuvent être envisagées en parallèle. À gauche, vous avez une approche pragmatique qui réagit face au signalement d'un problème, via les indicateurs vus précédemment. Ce signalement provoque la visite des peuplements, ou d'un échantillon s'ils sont trop nombreux. Cette visite s'effectue de façon conjointe entre représentants des forestiers, des chasseurs, le propriétaire et, le cas échéant, le responsable de chasse et le gestionnaire forestier. Et pour cette visite, il est conseillé de s'appuyer sur une grille d'observation. Si un désaccord persiste à l'issue de la visite, des relevés sont à réaliser. D'abord à l'aide des protocoles Brossier-Palu, assez rapides à mettre en œuvre, et en cas de désaccord persistant, des diagnostics sylvicoles. À droite, vous avez une approche de type gestion adaptative qui vise à anticiper les signalements. Elle s'appuie sur une identification automatisée des peuplements dégradables et la mesure d'un échantillon de ces peuplements chaque année. Des revisites peuvent ensuite être planifiées à des pas de temps de 5 à 10 ans pour évaluer la réussite de l'effort de renouvellement. En conclusion, des données peuvent contribuer à évaluer l'effet des cervidés sur la forêt et la sylviculture, mais elles sont dispersées et certaines ne sont pas valorisées dans ce sens. Ces données ne remplacent pas, mais complètent les ICE. Compte tenu de leur nature diverse, il est nécessaire de les mettre en relation. Plus largement, dans le cadre de la gestion adaptative, il est préconisé de mettre en relation les ICE avec ces informations complémentaires. Je vous renvoie à ce sujet au webinaire 1 qui a déjà eu lieu et au webinaire 4 de la semaine prochaine. Il est aussi souhaitable de vérifier conjointement certaines interprétations sur le terrain, notamment pour celles issues de déclarations ou de dires d'experts. Enfin, le développement d'indicateurs est à poursuivre, pour ceux qui ne sont pas encore validés, notamment. Donc, je vais finir par des remerciements. Alors, merci tout d'abord aux nombreux fournisseurs de données pour le temps et la confiance qu'ils nous ont accordé. Merci aux gestionnaires qui nous ont ouvert leur territoire, notamment pour les vérifications de terrain. Leur appui a été précieux. Merci aux partenaires des différents projets et aux collègues INRAE et IRSTEA, temporaires et permanents, qui ont apporté leur contribution à ces travaux. Désolée à tous ceux que j'ai oubliés. Et enfin, merci à vous tous pour votre attention.